qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je suis Stéphanie Desclèbes, entrepreneuse et surtout actrice engagée pour l'enfance. Chaque semaine, je donne la voix à celles et ceux qui nous font réfléchir sur l'enfance et sa place dans notre société, en nous donnant des clés pour mieux comprendre enfants et adolescents et surtout pour les accompagner à devenir des adultes de demain épanouis. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta Les Adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrons le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, qui est fondatrice d'École Montessori et spécialiste de l'éducation. Elle anime aussi la chronique Pause éducative diffusée un mardi sur 2 sur ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, pour ce hors-série dédié aux enfants neuroatypiques et à leurs parents, j'ai décidé de donner la parole à Cécile, maman de 3 enfants neuroatypiques, multi-10, TDAH, TSA, et à Elodie, responsable des relations extérieures chez Poppins, le partenaire de ce hors-série. Ensemble, nous avons parlé de ce combat silencieux que vivent les parents d'enfants atypiques. Les questions de santé mentale, les inégalités entre les hommes et les femmes, ainsi que les évolutions récentes qui permettent enfin de sortir ces familles du silence et de l'isolement, ont été au cœur de nos discussions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécile, bonjour Elodie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel mais encore trop peu médiatisé, le combat silencieux des parents d'enfants neuroatypiques. Un combat mené dans l'ombre souvent, par les mères en plus, et qui demande une implication quotidienne à la fois logistique, émotionnelle et psychologique. Cécile, vous êtes maman de 3 enfants, tous porteurs de multi-troubles du neurodéveloppement. Vous incarnez ces mères presque super-héroïnes qui jonglent entre les tâches parentales classiques et celles qui s'ajoutent lorsque les enfants sont dites atypiques. Votre aîné, Louis, 14 ans, a été diagnostiqué à 8 ans d'un TDAH, multi-10 et plus récemment du TSA de type Asperger. Vos jumeaux, Alban et Diego, aujourd'hui 11 ans, rencontrent également des troubles du langage écrit et oral et Diego est lui aussi diagnostiqué TDAH. Comme le montre l'étude réalisée par Poppins et la FF10, on y reviendra, les troubles sont souvent associés. En moyenne, les enfants ont entre 2 et 3 troubles et ils sont fréquemment présents chez plusieurs enfants d'une même fratrie. Face à cela, Cécile, vous avez réaménagé votre vie professionnelle pour devenir parent aidant et ainsi soutenir vos enfants dans leur scolarité et leurs parcours médicaux, orthophonistes, rééducation, etc., tout en veillant à leur équilibre psychologique, bien sûr. Elodie, vous êtes directrice des relations extérieures pour Poppins, une application qui améliore la lecture des enfants dyslexiques. Poppins est d'ailleurs partenaire de ce hors-série spécial du podcast dédié aux enfants neuroatypiques et à leurs parents. Aujourd'hui, vous nous apportez des chiffres et des enseignements issus d'une enquête réalisée en 2024 avec la Fédération française des 10, FF10, menée auprès de plus de 1200 familles. Avant de commencer, Cécile, comment vas-tu aujourd'hui et comment vont tes 3 fils ? Bon, aujourd'hui, je vais très bien. Ils vont tous très bien et moi, j'ai hâte que l'année scolaire se termine bien. Déjà. Et Elodie, comment ça va ? Ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous deux aujourd'hui. Eh bien moi aussi, je suis ravie. Alors ma première question, c'est pour toi Cécile. Ces dernières années, les médias et les librairies se sont emparés du sujet de la neuroatypie, on l'a vu beaucoup. Pourtant, on parle très peu de ce sujet qui est essentiel, la solitude et l'isolement des parents aidants. Psychologiquement et émotionnellement, comment est-ce que toi tu vis cet accompagnement au quotidien de tes enfants ? Alors au début, c'est toujours très intense. Il faut beaucoup être derrière les enfants, il faut les accompagner en permanence sur chaque action qu'ils font, que ce soit à l'extérieur, à l'école ou à la maison. Il faut aussi avoir beaucoup d'énergie aujourd'hui et chercher beaucoup de solutions pour les aider. Comment est-ce qu'on la trouve, cette énergie, cette ressource ?
Il n'y a pas le choix, je dirais qu'il faut vraiment aller de l'avant, il faut leur donner envie de travailler, envie de jouer, envie de partager aussi avec nous des moments dans le quotidien, parce que c'est des enfants qui vont vite se tourner vers d'autres activités sinon. Et c'est des enfants qui ont du mal parfois à accepter la capacité qu'ils ont de pouvoir finir une action. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en tant que maman ? La compréhension du pourquoi, comment on pouvait en pallier à ce problème qui prend en fait le quotidien en permanence et comment rester zen et avoir beaucoup de patience. Est-ce que toi, tu bénéficies d'un soutien particulier, psychologique ou thérapeutique pour t'accompagner dans tout ça ? Alors aujourd'hui, je vois un psychologue qui est d'une association, qui est arrivé dans cette association-là et qui essaye aujourd'hui de m'aider avec la relation de mes enfants pour avoir une meilleure écoute de leur part, qu'ils puissent avoir une bonne compréhension de ce que je leur demande et qu'ils puissent répondre à la demande au bon moment. Est-ce que parfois tu culpabilises vis-à-vis de tes enfants et de la parentalité ? Je n'y pense pas. On ne peut pas être parfait, on fait ce qu'on peut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien s'intégrer. La perfection n'existe pas. On a le droit de faire des erreurs. Eux aussi, les enfants ont le droit de faire des erreurs. On n'est pas parfait. On essaye de faire au mieux. Moi, je leur dis souvent, si tu as une mauvaise note, on va voir avec l'enseignant comment on va faire pour que la prochaine fois, tu n'aies pas de mauvaise note et parer à ce que tu puisses bien évoluer en classe. Parce que selon toi, le plus difficile, c'est justement le parcours scolaire ? C'est le parcours scolaire et le handicap aussi perçu par d'autres parents ou par les enseignants ou par nous-mêmes. Pour déjà comprendre le handicap, il faut comprendre déjà d'où il vient et comment on peut l'améliorer et comment cette faiblesse, on va parler de faiblesse, le cerveau fonctionne pour mieux justement répondre aux besoins et trouver des stratégies de travail. Alors, Élodie, toi, tu t'y connais bien sur toutes ces étapes pour ces parents, puisque notamment, vous avez réalisé une étude passionnante. Une fois le diagnostic posé, en quoi consiste exactement le rôle des parents d'enfants neuroatypiques ? C'est vrai que quand on a un enfant qui a des troubles du neurodéveloppement, on a un certain nombre de tâches qui viennent s'ajouter à celles des parents des autres enfants. Déjà, en général, la découverte des troubles est faite par les parents dans la plupart des cas, par les enseignants ensuite. Donc déjà soutenir l'enfant dans sa scolarité. Les devoirs, on en parle souvent, c'est souvent un moment assez douloureux pour lesquels les parents doivent s'armer de patience, Cécile en parlait. Accompagner également l'enfant dans son parcours thérapeutique, donc on parle souvent de parcours du combattant, parce que c'est extrêmement long et extrêmement complexe de comprendre quels sont les différents professionnels de santé qu'il faut aller voir pour pouvoir poser un diagnostic, pour pouvoir ensuite mettre en place une rééducation adaptée. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment tous ces deux volets, le volet école, le volet thérapeutique, et un troisième volet qu'on oublie souvent mais qui est extrêmement important, en tout cas très présent dans la vie des familles, c'est aussi l'accompagnement psychologique de l'enfant. Parce que des enfants qui ont des difficultés à l'école, qui ont du mal à faire ce que les autres font visiblement très facilement, se sentent inférieurs, se sentent bêtes, se sentent nuls, et donc on a des grandes problématiques d'estime de soi, beaucoup d'enfants qui peuvent avoir par la suite des problèmes psychologiques, là pour le coup, qu'il va falloir également traiter. Et donc les parents sont aux premières loges pour soutenir leur enfant sur toutes les facettes de ces troubles et de leurs conséquences. Est-ce que toi aussi, tu as observé qu'il y avait aussi cette question de charge mentale encore très invisible chez les parents d'enfants neuroatypiques, qui est souvent lourde de par cet accompagnement, en effet, qui s'ajoute à des parents d'enfants dits neurotypiques ? C'est vrai que ce qu'on entend souvent les parents dire, c'est qu'ils se sentent extrêmement seuls. Alors moi, je trouve ça assez incroyable parce qu'on parle quand même d'un trouble qui touche environ 7-8% de la population. On ne parle pas vraiment d'une maladie orpheline, mais pour autant, tous les parents de tous ces enfants se sentent seuls. Donc c'est qu'il y a quand même un vrai enjeu à bien les accompagner, à mettre en place des parcours qui soient lisibles, qui soient accessibles pour tous, et à faire en sorte aussi de fédérer les familles, de fédérer les parents. Les associations de patients sont là aussi pour les y aider, pour faire en sorte que toutes ces personnes qui se sentent seules de leur côté le soient un petit peu moins et puis trouvent des clés pour s'en sortir. Mais c'est vrai que la charge mentale, elle est extrêmement lourde pour ces parents.
On dit souvent qu'un des sujets pour les parents d'enfants neuroatypiques, c'est la scolarité, hein, on en a parlé rapidement. Ton accompagnement concerne en effet beaucoup, comme on l'a dit, la vie à l'école de tes enfants. Cécile, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres en tant que parent vis-à-vis de l'école ? Au début, c'est les enseignants. Donc, ils sont très à l'écoute. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup d'enseignants très à l'écoute. Et de plus, donc, il faut communiquer dès la rentrée. Il faut prévenir les enseignants en primaire. Donc, en primaire, c'est un enseignant à chaque étape. Après, il y a ce qu'on appelle l'équipe éducative, au début des diagnostics qu'on peut mettre tout de suite en place. Donc, chaque parent doit demander cette équipe éducative au directeur de l'école primaire pour justement mettre tout de suite en place les aménagements pédagogiques pour l'enfant et dans quelle matière il a le plus besoin d'aide. Et ensuite, il y a donc tous les soirs les devoirs à faire, à mettre en place, à vérifier que tout se passe bien, qu'on arrive à faire tous les devoirs ensemble. Et pour le collège ? Et pour le collège, donc aujourd'hui, ils sont tous au collège. Aujourd'hui, c'est la 6e pour les plus petits. Et même là, il faut encore, à moitié du parcours de l'année scolaire, il faut encore alerter des enseignants parce que parfois, ils peuvent oublier de mettre en place l'aménagement, de se charger de l'enfant. Mais la communication passe bien et ça reste vraiment un défi en permanence d'être vigilant. Parce que l'enfant, il peut rentrer, j'ai eu le cas il y a une semaine, il peut rentrer avec une mauvaise note et là, c'est la fin du monde pour l'enfant parce qu'il se sent, comme on disait, nul, etc. Et il ne comprend pas tout d'un coup ce qui lui tombe sur la tête. Et il faut rattraper cette erreur de l'enseignant qui n'a pas donné la bonne dictée à trous et qu'il a fait toute la dictée alors qu'il aura fallu la raccourcir et lui donner que les éléments principaux à la faire. Et comment ça s'est passé en règle générale, la scolarité de tes 3 enfants ? Pour le premier, il est très travailleur, donc je dirais que j'ai de la chance, il faut un peu le diriger, il arrive à faire tout seul. Il faut être un peu derrière, mais pas tant que ça, beaucoup moins que les jumeaux. Les jumeaux, par contre, faut plus... Alors, je ne sais pas si c'est la force des jumeaux qu'il faut plus de caractère, il faut plus de punch et il faut plus d'énergie parce que, dit que c'est possible, dit que je suis plus présente dans la pièce, ça va être non, je ne fais pas mes devoirs ou j'y comprends pas ou je veux faire autre chose. Ça peut vite rentrer en conflit, malheureusement. Et comment est-ce qu'ils vivent tous les 3 leurs différences, que ce soit par rapport à leurs camarades ou par rapport à d'autres copains en dehors de l'école ? En dehors de l'école, je dirais leurs camarades. Sur les 3, il y en a un qui est beaucoup plus sociable, qui a plus de copains. Louis, cette année, il est en 3e, il va passer le brevet et ça se passe très bien. Il arrive à avoir des copines, des copains beaucoup plus que les autres années. Je dirais que cette année, c'est vraiment l'épanouissement pour lui. Il a changé. Il y a eu un déclic d'adolescent, donc c'est plutôt positif. Et sur les 3, j'en ai un justement qui a besoin d'un soutien psychologique, qui voit une psychologue, parce que il a du mal à développer le social vis-à-vis des autres. Et on y reviendra. Élodie, maintenant j'ai une question pour toi sur cette enquête sur laquelle vous avez travaillé avec Poppins et la FF10. Elle montre que les parents ont du mal souvent à obtenir les aménagements scolaires adaptés. Bon, j'ai l'impression, Cécile, pour toi, que tu as réussi à te frayer un chemin dans les méandres de ces aménagements scolaires pour les enfants dits neuroatypiques. Quel dispositif existe-t-il aujourd'hui pour aider ces enfants et pourquoi est-ce que ces solutions sont encore si peu mises en place dans le système éducatif traditionnel ? Effectivement, on a mené une enquête en 2024 avec la Fédération française des 10 auprès de 1200 familles représentant environ 1500 enfants. Ce qui ressort de cette enquête, en ce qui concerne les aménagements scolaires, c'est que la moitié des enfants donc des familles ayant répondu à l'enquête ont bénéficié d'un PAP. Donc le PAP, c'est vraiment le dispositif qui est le plus utilisé, qui est le plus mis en place. C'est aussi le plus facile à mettre en place. Les dispositifs qui viennent ensuite sont le PPS et le PPRE. Donc ce sont ceux qui sont le plus mis en place après le PAP, mais c'est pas toujours si facile. Parmi les enfants qui auraient pu en avoir besoin, ou en tout cas qui en ont fait la demande, certains ont eu des dossiers refusés parce que il y a des critères pour pouvoir avoir droit à ces aménagements. Mais ce qui est un petit peu préoccupant, c'est qu'environ un tiers des familles qui ne bénéficient pas de ces dispositifs ne savent pas comment faire la demande. Donc il y a quand même une complexité administrative, une complexité sur
à quoi on a droit, comment est-ce qu'on fait pour en faire la demande, et puis ensuite se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire vraiment faire face à la paperasse, entre guillemets. On s'adresse quand même à des familles dont les parents peuvent aussi avoir des problématiques avec l'écrit, donc les dossiers administratifs, c'est un sujet. Donc c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose qui est un petit peu préoccupant, un petit peu gênant. Et pardon, je te coupe, est-ce que tu pourrais donner un exemple de concrètement qu'est-ce que ça change pour ces enfants une fois qu'ils ont ce type d'aménagement ? Alors, tout dépend de l'aménagement demandé, mais par exemple, pour un enfant qui pourrait avoir besoin d'une AESH, là, ça va changer énormément de choses parce que avoir quelqu'un, que ce soit une AESH dédiée ou entre guillemets partagée pour plusieurs élèves, avoir une personne qui va l'aider à se recadrer un petit peu, à se recentrer, lui relire la consigne rien que pour lui, l'aider à comprendre ce qu'on attend de lui ou éventuellement en fonction de ses besoins écrire pour lui. Cette aide va lui permettre de se concentrer premièrement sur ses forces et deuxièmement sur ce que l'on attend de lui dans l'exercice qui lui est demandé, sans que ces problématiques, notamment par exemple de langage écrit, viennent faire écran par rapport à tous les devoirs qu'on va lui demander. Si on lui demande de faire un devoir de mathématiques et qu'il ne sait pas bien lire la consigne ou qu'il n'arrive pas bien à la comprendre, ces problématiques de lecture vont faire écran, alors que si ça se trouve, il n'a aucun problème avec les mathématiques. Très intéressant. Et alors pourquoi est-ce que ces solutions, elles sont aujourd'hui si peu accessibles ? Ce qui ressort de la part des parents dont les enfants dont les enfants ont bénéficié de ces dispositifs d'appui à la scolarité, mais qui trouvent que ce n'est pas forcément suffisant. Souvent, on a du mal à les mettre en place concrètement. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu l'accord, mais c'est pas toujours mis en place concrètement. Et ce qui ressort très fortement, c'est le manque de formation des enseignants. C'est quand même un sujet pour lequel les enseignants sont très inégalement informés. Ils ne sont pas formés. Donc ils se forment eux-mêmes en fonction de leur appétence, en fonction de leur sensibilité et de leur contexte. Et puis l'autre sujet qui ressort aussi, c'est le manque de coordination entre les différents professionnels d'éducation, professionnels de santé, etc. Donc l'enfant se retrouve un petit peu quand même au milieu d'un système qui n'est pas complètement adapté à son cas. Et est-ce que ces difficultés, elles durent tout au long du parcours scolaire ou est-ce que généralement c'est plutôt concentré parce qu'on parle quand même beaucoup de la primaire, du collège, un peu moins du lycée ? Comment ça se passe en fait tout du long de la scolarité ? Je ne sais pas, Élodie ou Cécile, si vous avez toutes les deux envie de répondre. Je vais peut-être apporter un premier éclairage. Les troubles du neurodéveloppement, c'est quelque chose avec lequel on vit. On observe en revanche que le pourcentage de personnes touchées pendant l'enfance ou bien à l'âge adulte a tendance à réduire un petit peu, probablement parce qu'il y a des phénomènes de compensation, parce que quand on devient adulte, on se connaît un petit peu mieux et il y a des choses qu'on arrive à mieux faire. Donc ça peut expliquer qu'au lycée, on parle peut-être un petit peu moins de ces difficultés. Il peut y avoir aussi une autre raison, c'est que une fois qu'on arrive au lycée, on peut être orienté vers des filières qui vont être plus adaptées à l'enfant en fonction de ses capacités scolaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus ces difficultés-là, mais en revanche, que l'enfant va y être moins confronté. Mais c'est vrai que l'école primaire et le collège, ce sont vraiment les périodes pendant lesquelles il faut mettre le plus de moyens pour aider l'enfant à évoluer avec ses troubles et à diminuer ses troubles le plus possible, parce que c'est là qu'il construit son parcours scolaire et son futur parcours professionnel. Cécile, tu vas rajouter quelque chose ? Oui, mais moi je suis tel exemple type. Louis a bénéficié d'une AESH en primaire, mais moi je lui ai toujours dit que c'était une béquille, c'est une aide, et puis il a eu la volonté donc on en a bénéficié pendant 2 ans. Et après, au CM2, une fois qu'il a eu l'ordinateur, en fait, ça a été la délivrance parce que l'ordinateur, c'est un gain de temps, c'est une organisation spécifique, mais ça aide l'enfant à être autonome. Suivant les enfants, moi je parle pour les miens. Et du coup, Louis, après, il a rentré au collège en 6e avec un outil quasiment en avance par rapport à d'autres enfants qui commençaient l'ordinateur. Moi, j'ai mon 2e qui a commencé qu'en collège, l'ordinateur. Il ne voulait pas l'avoir avant. Et aujourd'hui, il commence à s'en servir. Mais c'est vrai que les enfants ont du mal à comprendre pourquoi ils doivent se servir d'un tel outil. Donc il y a toute une pédagogie psychologique à intégrer, ça rajoute une charge mentale aussi sur l'enfant et le regard des autres enfants sur lui aussi.
J'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre grand sujet autour de la charge mentale des parents, c'est le parcours médical, le suivi médical, thérapeutique de ces enfants. On en a parlé ensemble, Cécile, avant l'enregistrement, tu l'as appelé le parcours du pourquoi. C'est une expression qui m'a interpellée. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux dire derrière cette expression ? En premier, au début, on ne comprend pas pourquoi notre enfant ne fonctionne pas à l'école. C'est un peu ça. Donc, au début, mais les enseignantes, c'est les premiers à alerter quand on a des très bons enseignants. Moi, ça a commencé pour Louis en primaire, au bout de 2 mois, en petite section. Et donc, depuis la primaire jusqu'à l'année dernière, aujourd'hui, j'ai tous les diagnostics. C'est pour ça, c'est vraiment un parcours du combattant, comme elle disait Elodie. Et pourquoi ça me tombe dessus ? Pourquoi j'ai droit à ça, en fait ? Et il faut après comprendre ce que c'est les troubles neuroatypiques, les multidys. En fait, il y a toute cette logique-là à comprendre et à accepter en partie en tant que parent, parce qu'il ne faut pas en faire un déni, il faut vraiment l'accepter. C'est bien d'en parler avec les enfants, c'est bien d'être ouverte. Moi, je n'ai pas de tabou sur ces sujets-là. Je trouve au contraire, plus on en parlera, plus ça délivrera aussi les enfants, même entre eux. Qu'est-ce que c'est la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, etc. Donc après, c'est trouver le bon parcours santé. Ça, c'est vraiment une obligation qu'il faut, en tant que parent, avoir un carnet de bord. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le ministère de la Santé dit peut-être de commencer un nouveau carnet de santé sur ce sujet-là. Ça serait bien qu'il soit bien fait parce qu'en fait, le physique va avec le cérébral. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, pardon. Et du coup, moi, ça a commencé en maternelle. Donc, Louis, il avait eu déjà un premier diagnostic fait par un hôpital de l'HPHP, mais je l'ai mis de côté et il y avait marqué en une seule phrase: si les problèmes persistent, revenez nous voir. Et je ne l'ai pas fait parce que j'avais qu'un enfant et j'étais pas dans la phase comme aujourd'hui où je dirais il faut absolument que j'aille le faire diagnostiquer parce que je sais pas ce qui peut en découler. Et ça, c'est le manque d'expérience au début en tant que parent qui peut en fait vraiment empêcher et avoir des conséquences dans le futur sur l'enfant pour le scolaire. Parce que tous les diagnostics ne sont pas posés avant 7-8 ans. Donc en fait, les gens n'osent pas dire que peut-être il y aurait ci ou il y aurait ça. Et ça reste vraiment la bonne difficulté. Et il faut trouver le bon pédiatre adapté aux troubles des apprentissages. Et ça, il n'y en a pas beaucoup en région parisienne. Sinon, après, c'est des hôpitaux HPH de Paris ou les spécialistes atypiques en libéral qui sont les psychiatres ou les neuropédiatres. On sait qu'il y a une grande pénurie des spécialistes à ce sujet-là, notamment les orthophonistes, etc. Est-ce que toi aussi, tu as vécu un véritable parcours du combattant pour trouver les bons spécialistes pour chaque particularité de tes enfants ? Oui, alors les orthophonistes, là je viens de changer d'orthophoniste parce qu'elle partait en maternité et qu'elle avait très peu de créneaux pour mon dernier qui avait un trouble du langage oral, et qu'avait pendant 2 ans, j'ai attendu 2 ans. Et là, j'ai dit non, c'est plus possible d'attendre. Et elle m'a appris en 15 jours qu'elle ne pourrait pas prendre à la rentrée Alban, alors que j'attendais qu'il continue ses séances. Et du coup, là, j'ai fait non, c'est pas possible. En 4 jours, j'ai trouvé une super orthophoniste en visio. Donc, je n'ai pas à me déplacer. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, en Ile-de-France. Et je la félicite tous les jours, toutes les semaines. Je lui dis qu'elle est géniale, et qu'elle continue de faire ce métier, qu'elle le fait bien. Et non, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, mon but, ça serait qu'il y ait une ergothérapeute, une orthophoniste dans chaque école. Voilà, ça, je tiens à passer le message au plus haut niveau, si un jour on m'entend. Mais dans chaque école primaire, il devrait déjà avoir une ergothérapeute et une orthophoniste. On va parler maintenant d'un autre sujet qui est crucial, c'est celui des inégalités, encore une fois, entre les hommes et les femmes, sur cette charge mentale, mais aussi physique, logistique, etc., qu'il y a entre les hommes et les femmes dans le couple pour les enfants dits neuroatypiques. Élodie, l'étude met en lumière une inégalité en effet frappante dans la prise en charge des enfants qui repose en grande majorité sur les mères, que ce soit pour la prise des rendez-vous, pour l'accompagnement au rendez-vous, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Oui, c'est vrai que ça ne nous a pas beaucoup surpris, mais je trouve quand même que les chiffres sont assez édifiants. Donc, comme je te disais tout à l'heure, 1200 répondants, 95% sont des mamans, donc c'est quand même déjà assez révélateur. On a posé la question de la répartition de la charge mentale au sein de la famille. Dans 82% des cas, la charge mentale repose exclusivement sur la mère. Ça ne veut pas dire que les pères ne s'investissent pas, mais ça veut dire que, à minima, la mère est vraiment à l'initiative, si elle ne fait pas tout. Mais c'est vrai que si les pères participent pour l'aide aux devoirs, pour éventuellement accompagner à des rendez-vous, etc., la charge mentale qui consiste à dire il va falloir faire le prochain bilan, il va falloir faire le dossier, il va falloir renouveler, ça, ce sont vraiment les mères. Donc ça, c'est extrêmement prenant, évidemment. Donc voilà, on a parlé vraiment de la partie thérapeutique, de la partie devoir. Mais pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir vraiment se dédier suffisamment à ses enfants en termes de temps, environ 60% des mères adaptent leur temps de travail. Ça veut dire soit se mettre au 4/5e ou 3/5e, c'est le cas de plus de la moitié des personnes concernées, soit carrément faire une pause professionnelle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est très très fréquent. Mais faire une pause professionnelle ou adapter son temps de travail, ça veut dire quand même baisser ses revenus, baisser aussi ses cotisations pour la retraite, réduire sa vie sociale, sa vie professionnelle, etc. Donc c'est quand même un sacrifice assez important de la part des mères que l'on voit. La plupart nous disent que, pas dire qu'elles le font avec plaisir, mais elles le font parce qu'il faut le faire, parce qu'elles aiment leurs enfants, parce qu'elles vont puiser les ressources de toute façon qu'elles ont pour les enfants. Mais on se rend compte qu'il y a quand même vraiment une dimension sacrificielle et encore une fois assez isolée. C'est vrai qu'on se dit que si on pouvait les aider un petit peu plus, elles auraient peut-être un petit peu moins besoin de se sacrifier comme ça. Cécile, toi, quelle a été ta réalité par rapport à ça ? Moi, j'ai commencé à me rapprocher de mon lieu d'habitation. Donc, j'ai changé d'entreprise et j'ai cherché à proximité de chez moi. Donc, je suis aujourd'hui à 15 minutes, 20 minutes de mon lieu de travail. Et après, je me suis mise à 80%. C'est-à-dire j'ai eu de la chance d'aménager mon temps de travail. C'est-à-dire que je termine à 16h pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école. Bon, aujourd'hui, ils sont collégiens, donc c'est 17h30, mais ça me laisse une marge de manœuvre. Je peux rester un peu plus longtemps à l'entreprise, mais je suis toujours libre d'aller les chercher et de les ramener parce qu'ils ne sont pas à la porte à côté de l'école. Et comment est-ce que tu l'as vécu psychologiquement, que ce soit toi qui as adapté moi, c'est venu naturel parce que mon conjoint, il a déjà une grosse charge de travail vu qu'il est déjà entrepreneur. Il a déjà une société à sa charge. Donc, je n'ai pas eu trop le choix. C'est venu naturellement et je voulais vraiment être à côté de mes enfants parce que je trouve que c'est une sans chance d'être là pour les devoirs, pour apporter un petit plus, pour voir les problèmes et pour pouvoir vite les anticiper et les résoudre surtout. Il y a certaines femmes tout de même qui subissent énormément cette situation-là. Comment est-ce que, selon vous, on pourrait faire évoluer cette situation ? Peut-être Élodie, tu as envie de démarrer ? C'est vrai qu'on se rend compte que les mères nous disent, je dis les mères parce que c'est en général les mamans à qui on parle, elles ont conscience du fait qu'on est à un moment crucial pour leurs enfants. Et même si ça pourrait être autrement, même si on pourrait le déplorer, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc elles y vont. Voilà, elles se retroussent les manches, elles y vont. Cécile disait tout à l'heure, il faudrait que dans chaque école, il y ait une ergothérapeute, une orthophoniste. Je ne sais pas si ce sera à ce point-là, si on va dans ce sens-là, mais je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train de se développer dans les écoles avec le déploiement de l'autorégulation à l'école qui consiste à mettre en commun des ressources médico-sociales avec les enseignants pour pouvoir accompagner les enseignants, les enfants à la gestion des besoins spécifiques des enfants neuroatypiques, mais aussi de tous les enfants, puisqu'en fait chaque enfant est unique. Et je pense qu'avec cette initiative, avec ce déploiement de l'autorégulation, l'école commence à s'adapter un petit peu plus aux particularités de chaque élève, plutôt que le contraire. On entend souvent les parents dire l'inclusion, finalement, c'est les enfants qui doivent s'adapter au cadre et le cadre est très rigide. Là, c'est vrai qu'on se dit qu'avec l'autorégulation, ça pourrait aller dans l'autre sens. Alors, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. En tous les cas, le déploiement est en cours. On va regarder ça de près. Et puis, une autre petite note d'espoir. Il y a énormément de ressources qui existent
spécialistes, les parents ont énormément de ressources en eux. Déjà, on le voit, il y a quand même beaucoup de patience et de persévérance, c'est extrêmement précieux. Mais il y a aussi des associations de patients, il y a un certain nombre d'organismes qui font des choses. Les parents se sentent seuls, mais il y a du monde qui fait des choses pour aider ces parents. Peut-être qu'il y a des problèmes de communication, peut-être qu'il y aurait besoin de mieux fédérer un petit peu toutes ces forces, mais il y a des choses qui sont faites, il y a des grands spécialistes, et maintenant c'est de plus en plus facile quand même de connecter les gens. Nous on essaye de faire notre part avec la communauté qu'on a créée, avec la Fédération Française des 10 aussi et la MAE, mais je pense que ça va dans le bon sens, il faut vraiment s'ouvrir, se parler, essayer de mettre en commun les ressources, et puis essayer de décharger un petit peu les parents qui malgré leur bonne volonté ne peuvent pas tout faire tout seuls. Cécile, est-ce que toi tu observes sur le terrain des évolutions dans le bon sens, que ce soit pour la scolarité, mais même d'un point de vue de la parentalité ? Je pense que ça va évoluer. Je vais apporter d'abord un premier point, la technologie. Je regarde Poppins aujourd'hui. Parfois, mes enfants, ils font Poppins n'importe quand. Il y a d'autres solutions que la psychologue elle est en train de mettre en place aussi avec un jeu aussi, un peu comme Poppins. Donc là, il y a une partie technologique où nous, on pourra faire les choses à la maison. Et il y a l'école aussi qui commence à s'enrichir de justement comment faire avec les enfants comme ça. Je pense que les enseignants ont de plus en plus de formations sur ce thème-là. Et même avec l'orthopédagogie qui commence à évoluer. Donc là, je vais parler de la méthode canadienne parce que je suis en relation avec un cabinet de l'entreprise Eidor aussi, qui travaille aussi avec un conseiller, M. Bourg, pour pouvoir aussi mettre en place des logiciels sur les ordinateurs de ces enfants-là pour qu'on voie que vraiment la technologie apporte la solution, je dirais pas la solution finale, mais c'est vraiment la grande partie qu'il faut vraiment développer en grand format. On a des outils aujourd'hui informatiques là-dessus, il faut jouer, l'ordinateur, les logiciels. Il faut plus souvent les mettre en place à l'école. Ça, c'est mon premier point de vue. Et je pense qu'il y a aussi effectivement réalisé les relations pour détecter un enfant. Les enseignants commencent de plus en plus à être au courant de tout ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet financier, parce que aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est que ça représente des coûts souvent très élevés de faire tous ces suivis, le diagnostic de ces enfants-là. Est-ce que toi, tu as envie de témoigner à ce sujet ? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir ? C'est vrai que moi, j'ai choisi du coup la voie libérale, parce que vu que j'ai loupé le coche des petits, parce qu'il faut savoir que les attentes sont, même encore aujourd'hui, pour faire un diagnostic dans certains hôpitaux, où il faut attendre 1 an et demi, encore aujourd'hui, je pense que ça n'a pas changé. Donc j'ai pris la voie libérale, parce que ça peut être entre 4 et 6 mois, c'est beaucoup plus court. Après, les faire tous les 2 ans, les diagnostics, pas nécessaire. Une fois que c'est vraiment posé, établi, il n'y a pas besoin. Après, il faut voir l'évolution psychologique. Ça, je pense que la psychologie est plus importante pour l'enfant s'il en a besoin ou pas. Peut-être qu'on peut clôturer là-dessus. Élodie, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur le sujet, en effet, de la confiance en soi et de l'estime de soi de ces enfants-là ? Moi, je trouve que ces enfants ont des ressources incroyables. Ce sont des enfants qui sont très tôt confrontés à un très grand nombre de professionnels de santé. Je me souviens que Emmanuelle, qui est une maman que l'on suit, avait témoigné, nous avait dit qu'à 8 ans, son fils avait vu plus de médecins qu'elle dans toute sa vie. Donc ce sont des enfants qui sont confrontés au monde médical très tôt, qui sont confrontés à leurs propres difficultés assez tôt aussi. Et ça leur permet de développer un recul sur les situations, de développer énormément de compétences que nous n'aurions peut-être pas soupçonnées chez eux si on n'avait pas vu ces troubles. Alors évidemment, on ne va pas souhaiter aux enfants d'avoir ces troubles, mais on se rend compte qu'il y a vraiment des ressources et chez les parents et chez les enfants qui sont inépuisables. Il faut simplement les aider, les guider, faire en sorte que les parcours soient plus lisibles, plus accessibles, et ils s'en sortiront. Quand on voit des mamans comme Cécile, toute l'énergie qu'elle déploie avec ses 3 enfants qui sont tous multidis et chacun avec leurs particularités, moi je ne sais pas comment elle fait, mais c'est possible, on y arrive, donc vraiment moi je retire mon chapeau. Pareillement, merci infiniment à toutes les 2. Merci Stéphanie. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver,
je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.